Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une heure de débat sur l'actualité économique du moment. De quoi est-ce qu'on va parler? Tiens, alors, entreprise préférée des Français, on a déjà dit un mot hier. C'est grâce à Aziz Seni d'ailleurs qu'on parle de ça, parce que j'étais passé mais complètement au travers de ce sondage qui est finalement assez intéressant. Donc on va en parler un peu plus. Sinon, c'est un sujet dont on va parler entre aujourd'hui et demain quand même, hein, les tensions qui montent dans les entreprises, appel à la grève de la SNCF. Enfin bon, on est sur une séquence... Sur une séquence que l'on connaît, assez classique, et puis Denis Ferrand est là, donc on aura forcément des graphiques intéressants, la crise du travail, tout ça, les démissions. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, on y va. Aziz Seni avec nous. Salut Aziz. Donc, patron fondateur de BIMO, location de bureaux de moins de 3000 m² dans les banlieues. Oui, c'est de la récupération de locaux, en fait. On a créé ça, un petit fonds, une société d'investissement immobilier il y a quelques années, que j'ai structuré sous forme de fonds, que j'essaie de structurer sous forme de fonds. On investit dans des surfaces de moins de 3000 m². On achète, on cloisonne et on essaye... Mais pourquoi dans les banlieues? C'est dans les zones prioritaires, les fameuses QPV, zones prioritaires, Jolie, Cergy, QPV. Et l'idée, c'est de proposer des surfaces de bureaux à des entrepreneurs, soit qui sont déjà en banlieue et qui veulent une surface plus grande, soit des entreprises qui aujourd'hui ont décidé de quitter les grandes villes pour aller s'installer là pour des raisons de bassin d'emploi, de disponibilité de foncier, etc. Donc voilà, on s'inscrit. C'est intéressant. Personne ne veut aller investir. Quand tu parles immobilier, tu n'imagines pas l'investisseur lambda aller investir dans des bureaux en banlieue. Et nous, on prend le pari que ça peut marcher. Ça marche. On a un portefeuille qui fait entre 12 et 14% de rentabilité locative. Ça marche super. Un taux de recouvrement qui avoisine 95%. Donc on est content. Et on vient de boucler une petite levée de fonds pour accélérer cette histoire. Mais je communique très peu dessus. Ah, je suis désolé. Fallait pas en parler. si, on peut en parler. On peut en parler. Non, mais on va pas en faire une heure. Mais il se trouve que on discute ensemble depuis un bon moment. Moi, c'était émeute de Garges-les-Gonesse 95. Ça ne rajeunit pas. Que j'avais commencé à suivre ça très très près. Je crois que tous les dispositifs étatiques possibles ont été essayés pour essayer de... Alors, c'est pas accompagnement des jeunes, etc., faire des terrains de basket. Non, mais essayer de dynamiser le tissu économique et social, ce qui est... Je crois qu'on est d'accord là-dessus, enfin on sera d'accord tous les quatre, on est libéraux, ce qui est la clé de tout, finalement. À partir du moment où tu as du boulot... c'est la clé de tout. Aux mots sociaux, il faut des réponses économiques d'abord. Il y a le levier éducatif, mais il est à moyen et à long terme. Absolument. Tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser d'un point de vue économique, aider les boîtes qui sont installées. C'est ce qu'on fait avec Quartier d'affaires sur le MEDEF. Comment on aide les entreprises qui sont déjà là, qui ont 5, 10 ans, qui sont des TPE, des PME. Comment on les aide à passer un stade, comment on les aide à grandir. Et grandir, ça veut dire toutes les bonnes conséquences que ça peut avoir pour le territoire, pour l'entrepreneur, pour ses équipes. Mais si tu en fais un business, tu vois, ça c'est la bonne arme. À chaque fois, on était d'accord là-dessus. On était là. C'est pas l'air du temps, mais avec le fonds immobilier, c'est ce qu'on a 100% privé, pas d'argent public, et on y va avec nos petits moyens et on va essayer d'amener notre pierre à l'édifice. On en avait peut-être déjà parlé ensemble. Enfin, je sais pas si tu veux en parler d'ailleurs, parce que le climat est pas propice à ça malheureusement. Mais je me souviens, tu m'avais impressionné quand tu m'avais dit qu'en fait, il fallait investir sur le business communautaire pour le sortir justement de l'emprise de ceux qui veulent en faire une arme de division. Au cœur de la nation. Voilà. C'est un sujet sécurité, mais si tu veux... Ouais, mais c'était brillant. Tout ce qui est boucherie halal, etc. Il y a des forces qui veulent en faire un facteur de division dans notre pays, au cœur de la nation. Et en fait, seul le business pourra en faire un facteur de melting pot, d'assimilation. C'est la différence que je fais entre... utilisation du levier économique comme levier communautaire et ce qu'on appelle la segmentation marketing. Donc, tu as effectivement des forces occultes dans ces quartiers qui vivent là-dessus, qui utilisent ces business pour financer des tas de choses qui sont
pas morale, pas éthique, pas légale. Et donc ça, moi, je suis vraiment contre. De l'autre côté, quand tu as des grandes enseignes qui font de la segmentation marketing, qui essayent d'adresser un besoin à toute la clientèle, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quel que soit son revenu, ben, je trouve que c'est plus sain. Ça dédiabolise le truc. Exactement. Il faut le sortir de cette case dans laquelle on l'a mis. Moi, je suis ouvert à tout, je suis comme vous, libéral. Donc, il y a un besoin, on y répond et on y répond de la manière la plus efficace possible. Non, mais super intéressant. Nicolas Doucerin, le patron de Valumène, c'est ça, Nicolas, management de transition, et puis Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Salut Denis. Donc, bonjour. Aziz, c'est toi qui m'a dit il faut parler du classement des entreprises préférées des Français. Donc allons-y, je vous donne, vous l'avez peut-être vu, donc classement publié par le JDD, fait par le cabinet 8 Advisory, c'est un truc très sérieux, 8 Advisory, c'est pas, voilà. Donc on peut penser alors sur un certain nombre de critères. Autant marketing que valeur dégagée par l'entreprise et puis culture interne, ressources RH, on va dire ça comme ça. Donc 1 Décathlon, 2 Peugeot, 3 Leclerc. Tu veux que j'aille jusqu'où dans le classement? Leroy Merlin, Yves Rocher. C'est jusqu'à la 19e qui m'a fait tomber de ma chaise. Je n'ai pas été jusque-là. Je me suis arrêté à Doctolib, moi, qui gagne 32 places, mais on en parlait hier. Ouais. 19e, c'est SNCF, c'est ça? C'est SNCF, j'ai halluciné. Mais pourquoi tu pensais qu'elle était plus aimée que ça, la SNCF? Il y a au moins 20 à 30 jours de grève par an, des banlieusards qui tous les jours ont des trains qui sont supprimés, etc. On a une variation de prix, faut revenir sur la variation de prix pendant cette période de Covid, des trains qui sont jamais en retard et quand on fait jamais à l'heure, et qui quand on fait la comparaison des retards avec l'Allemagne ou au plus loin les Japonais, on hallucine. Donc moi j'étais très très surpris. Je trouve tu pensais qu'elle aurait dû être laminée en fait? J'ai trouvé les Français pas rancuniers. C'est pas qu'ils sont pas rancuniers, ou alors peut-être qu'ils ont conscience que finalement les gars qui sont au cœur de ce système, d'ailleurs Bénédicte Tilloy qui est l'ancienne patronne du Transilien, maintenant elle en est sortie et elle est entrepreneuse, elle sera avec nous demain, donc je lui poserai la question si tu veux. Je pense que quand on est dans ces trains, on a tous conscience que les gars qui font fonctionner la SNCF font le max, font le maximum. Écoute, on est en pleine grève, je ne sais pas s'ils font le max, mais en tout cas, quand il s'agit d'emmerder le gars qui va bosser ou les entrepreneurs qui arrivent de province, je peux te dire que l'effet, il est max. Et toi, t'es catégorique. Je suis assez dur. T'es dur avec eux. Je suis assez dur. Vous avez remarqué un point quand même, messieurs. Alors, vas-y, sur le classement, là. Il n'y a pas de banque. Juste le Crédit Agricole, je crois en 46e position, mais il n'y a pas une seule banque française dans le classement. D'accord. Or, les banques ont quand même été au cœur du système dans cette dernière crise, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises et au niveau des particuliers par facilité, et c'est flagrant, il n'y a aucune banque française, en dehors du Crédit Agricole, je crois qu'il est 46e dans le classement, mais ça m'a surpris aussi. Il y a beaucoup de distribution. Juste sur la banque, tu sais, c'est un adage de banquier, c'est ce qu'ils disent. Les gens n'aiment pas la banque, mais ils aiment leur banque. Donc c'est-à-dire, jamais tu vas désigner en fait la banque dans laquelle tu n'es pas comme ton entreprise favorite, même si en fait, parce que le taux de rotation bancaire est très faible, tu as un certain attachement, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, tu as un certain attachement à ta banque. Bon, ça ne doit pas être moi, mais parce que je trouve que ce monde a terriblement vieilli. Je parle des banques traditionnelles de détail. Même pour toi, entrepreneur, aujourd'hui, là, tu trouves qu'elles font mal leur job? Elles font pas leur job. Je vais prendre juste un exemple très concret. J'avais un excédent de trésorerie d'un peu plus de 140 000 euros. Ça a été placé en obligation il y a exactement 1 an et demi. Je suis pas le nez dessus parce que ça fluctue pas beaucoup compte tenu des taux. C'est pas Denis qui va me dire le contraire. Et là, sur mes 150 000 euros, c'était évalué à 142 850 euros. Donc j'ai quand même appelé ma banque après 1 an et demi en disant écoutez, je m'étonne parce que non seulement ça rapporte rien, mais c'est pire que ça, c'est que je détruis la valeur. Non mais il me dit mais est-ce que mon banquier, vous trouvez normal de laisser vos clients pendant 1 an et demi, vous pouvez pas attirer l'œil en disant à vos clients. Mais il n'a pas le choix. Tu peux pas mettre de la trésorerie en risque. Mais je ne parle pas de mettre trésorerie en risque. Alors, si tu la mets en obligation, oui, et c'est des rendements négatifs. Il m'a dit, monsieur Doucerin, vous avez bien fait de m'appeler, vous avez raison, on vend les obligations et vous le laissez sur le compte courant de la boîte. Voilà ce qu'on me répond. Mais par contre, tous les mois, je reçois des offres pour l'assurance flotte de mes véhicules, assurer le Nicolas, tu sais, Nicolas, il te fait... Non, Nicolas, attends, pardon.
il te fait un cadeau en disant ça, le gars. Oui. Parce que, non, mais tu sais ce qui se passe s'il le laisse sur le compte courant. C'est la banque qui va devoir payer à la Banque Centrale Européenne un intérêt sur les 150 000 euros de Nicolas Dousserin. Mais moi, je suis client, Stéphane. Moi, je suis client. Moi, je ne paye pas à ma banque pour détruire de la valeur. Moi, je suis banquier. J'ai aujourd'hui un mal fou à aller chercher du revenu. Eh ben, le client qui est pas trop regardant sur la façon dont on va gérer sa trésorerie, avant de l'appeler, je vais attendre qu'il m'appelle. Voilà. Et je vais pas forcément en vouloir au banquier sur cette histoire-là. Je pense que dans la relation client et dans la gestion sur le moyen et long terme, je pense que c'est pas une bonne décision. Moi, j'appellerai plutôt mon client. J'essaierai de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de l'excédent de trésorerie, quelles sont les perspectives de croissance et de développement à 3-5 ans, comment est-ce qu'on peut accompagner. Mais là, il fait ton boulot, là, ça, il vient du manager de transition. Mais non, mais je dis juste qu'à un moment donné, j'aimerais bien que les banques fassent leur job de banquier et pas me vendent des produits d'assurance, des produits complémentaires, parce que voilà, il y a un moment donné, ce qu'on demande quand même à une banque, c'est de bien gérer l'argent de ses clients, c'est tout. Donc je suis pas très étonné du classement d'ailleurs sur le sujet. Et j'ajoute un point, puisque je suis dans les ressources humaines, je rappelle qu'il y a 20 ans, tous les jeunes sortis des grandes écoles ne rêvaient que d'une chose quasiment, c'est de rentrer dans les grandes banques. Ils ont exactement le même problème 20 ans après. Il n'y a plus un jeune qui veut rentrer dans le système bancaire aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation. Il n'y a plus un jeune qui veut rentrer dans une grande entreprise d'une manière générale. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Denis, il y avait deux choses qui m'ont frappé dans ce classement. C'est effectivement la primauté à la grande distribution. Et puis, il n'y a pas vraiment un acteur de la transition énergétique. On aurait pu attendre. Ça, je te le confirme. En fait, on a quand même un peu la... Yves Rocher, le acteur de transition Yves Rocher. Oui, mais jusqu'à présent, ils sortent quand même pas... EDF, dis donc. Ouais, EDF est un acteur de la transition énergétique. Alors c'est effectivement ce qui est vendu par EDF comme idée. Mais est-ce qu'il transforme sa manière de produire jusqu'à présent? Peut-être mais ils n'ont pas besoin, ils sont les champions du monde de l'électricité décarbonée. Oui, mais c'est une petite manip dont il faudra qu'on parle un jour d'ailleurs, parce que leur pub à 98% d'électricité décarbonée, elle est quand même limite. Mais bon. Tout à fait. Voilà, c'était surtout cet aspect-là, et puis je suis d'accord avec ce qu'évoquait Nicolas, c'est qu'effectivement, les banques n'y sont pas, et ça, c'est un sacré changement dans le paysage. C'est un changement d'autant plus que le Decathlon, Leclerc, Chanel, Peugeot, Vuitton, enfin, il y a quand même quelques points communs. J'ai le sentiment que c'est des entreprises qui ont un impact sur le quotidien des gens. Le sport, c'est plutôt positif. Alors, Vuitton, l'équipement. Alors, sur Vuitton, sur le quotidien des entrepreneurs qui ont réussi. Sur Vuitton, c'est plutôt l'image. De la France à l'international qui me semble être valorisée avec Chanel, etc. C'est plutôt la bonne image de la France, la bonne image, le Made by France, le côté luxe, etc. Ça a toujours été le cas. Et sur Leclerc aussi, parce que Leclerc chantre du pouvoir d'achat, baisser les prix, etc. Non, mais c'est le pouvoir d'achat, donc c'est intéressant de voir que les Français sont vraiment inscrits dans leur quotidien, dans cette expression-là, dans leur quotidien, de ce qui les fait bouger au quotidien. Donc le sport, payer moins cher. Ce qui me frappe quand même, c'est que Decathlon, Peugeot, Leclerc, c'est made in China. Hein. C'est-à-dire l'idée, la relocalisation, le made in France, le truc. Peugeot, l'obsession de Tavares et de Stellantis, c'est de se dénationaliser au maximum. Peugeot était très fabriqué en France et fait marché européen. Et donc toute sa stratégie, ça a été d'essayer de sortir un petit peu de production pour retrouver de la compétitivité et puis surtout d'ouvrir les marchés. Et donc c'est toute la stratégie Stellantis de s'ouvrir les États-Unis. Decathlon, donc c'est massivement du made in China. Et Leclerc, tu peux pas faire la bataille du pouvoir d'achat et pas tordre le bras d'un certain nombre de fournisseurs, quoi. Donc, moi, c'est ça qui m'a frappé quand même. Ouais. Voilà. C'est vrai, mais on retient une chose, c'est que ce sont globalement des marques populaires qui communiquent beaucoup, qui sont innovantes dans leur cœur business et qui touchent un public finalement assez large. Et qui ont un mode de management particulier, la qualité de vie au travail, les gens qui veulent aller ou qui aimeraient aller travailler, chez les jeunes, Decathlon. Oui, non, mais Decathlon, c'est une entreprise à part, je suis tout à fait d'accord. Chez mais Peugeot, Leclerc, tu crois qu'il y a des qualités de vie particulières? Non, pas particulièrement. Chez Vuitton et chez Chanel, peut-être un peu plus.
Tu retrouves derrière avec le Roi Merlin qui est groupe Mullier aussi, hein, donc tu retrouves à peu près les mêmes. Chez Decathlon, c'est quelque chose effectivement de très fort, de très particulier. Les gars s'appellent eux-mêmes d'ailleurs des décathloniens. Enfin bon, c'est. Non, c'est une, Il y a une vraie communauté culture d'entreprise. Superbe boîte. Bon, on a tout dit. Danone, L'Oréal. L'Oréal quand même, il reste L'Oréal quoi, hein, qui reste le grand fleuron du marketing. Et puis quand même, parce qu'on en disait un mot hier, mais Doctolib, donc qui gagne 32 places. Bon, mais ça, c'est lié au contexte. Oui, c'est dû au contexte, mais c'est un bon outil. Mais la plateforme est géniale. Moi, j'insistais hier sur le contraste entre tu as vu se lever dans des tribunes de presse, à la télévision, les inquiétudes sur, mon Dieu, le secteur privé est en train de faire une OPA sur les données de santé, etc. Les Français s'en foutent total, quoi. Voilà, ça marche. Non, on en revient toujours à une chose, c'est un service client. C'est rapide. Tu prends ton smartphone, tu te connectes, tu appelles ton médecin, tu prends rendez-vous immédiatement, c'est simple, tu es relancé, tu reçois ton SMS, tu es relancé 24 heures avant ton rendez-vous, service client. Et puis ça devient des outils du quotidien, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a Doctolib sur son smartphone, ça fait partie. Le médecin de famille, celui avec qui tu as la relation, etc., l'intermédiaire, c'est Doctolib aujourd'hui, donc c'est comme tu vas le voir. De parking, c'est comme, c'est pareil. Bon, mais c'est la French Tech, quoi. C'est la French Tech. Mais voilà, il faut un moment, en 2021. Hurrah pour la France, disait le général de Gaulle après les essais nucléaires dans le désert algérien, et ben hurrah pour la France avec Doctolib. Nicolas Doucerin, tu voulais parler toi, parce que c'est ce que tu vis dans le quotidien de ton job, des tensions autour des salaires. Oui, alors il y a une vraie tension autour des salaires aujourd'hui. On a fait une petite étude auprès de nos managers de transition DRH, qui, comme vous le savez, on arrive en fin d'année, les grandes vacances sont terminées, c'est la reprise, on rentre dans ce qu'on appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires sur les salaires, négociations avec les syndicats, la reprise en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de télétravail avec des entreprises qui ont pris un certain nombre de dispositions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une tension très forte sur les salaires et qui, en plus de ça, est accentuée par le politique, puisqu'on est à 6 mois de la présidentielle et qu'à peu près tous les candidats parlent de hausse du pouvoir d'achat, du hausse des salaires, avec les déclarations des uns et des autres. Donc tout ça est assez confusant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, ce qu'on remarque au niveau des DRH que j'ai interrogés, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'il commence à y avoir des tensions entre les salariés qui continuent et qui font acte de présence dans les entreprises et ceux qui, au contraire, freinent pour ne pas revenir et rester massivement en télétravail. Et on sent, au niveau des DRH, que ça crée des tensions en interne parce que l'acte de présence, notamment auprès des managers, signifie qu'on est plus proche d'eux et à la veille des négociations, des entretiens annuels d'évaluation, tout ça crée des disparités qu'on n'avait pas précédemment, qu'on n'avait pas dans les entreprises. Et tout ça est en train de créer des tensions qui ne sont pas toujours saines dans les entreprises et qui provoquent un certain nombre de bouleversements. Donc sur les salaires... En gros, le gars qui va au boulot tous les jours ou on va dire 4 jours par semaine, c'est un faillot, quoi. Alors, ça peut pour être les autres, comme ça. Pour les autres, ça va être perçu comme ça. Et à l'inverse, ceux qui font acte de présence et qui soutiennent, par exemple, le fait de construire une culture d'entreprise. Les questions qui se posent aujourd'hui dans ces groupes-là, c'est comment est-ce qu'on va construire la culture d'entreprise de demain. Alors, on parlait tout à l'heure de Decathlon. Pas de problème, parce qu'un Decathlon, 90% des salariés, ils sont dans des magasins, ils font acte de présence, il n'y a pas de télétravail. Donc, il n'y a pas de problème de culture d'entreprise. Mais comment vous faites dans des entreprises où aujourd'hui, on a pris les décisions de mettre 2 jours, 3 jours en télétravail chaque semaine? Vous enlevez les congés, vous enlevez les arrêts de maladie, vous enlevez les formations obligatoires, les déplacements. L'acte de présence, la culture, comment vous construisez votre culture d'entreprise dans les 2 ans, les 5 ans et les 10 ans qui viennent. Et donc, il y a des changements. Certaines entreprises sont fortement impactées, d'autres le sont moins. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des enjeux majeurs dans l'organisation et le management dans les mois et les années qui viennent. Effectivement, c'est intéressant de voir si c'est en fait c'est le moment des NAO qui précipite un peu ces questions. Et on voit bien que ce que tu évoques va bien au-delà de là où on ramène toujours les NAO, à savoir simplement la négociation salariale. Les tensions qui se manifestent au sein de l'entreprise vont bien au-delà de cette seule rémunération. C'est aussi des tensions... Ouais, mais enfin, ça va être ça le sujet quand même. Oui, c'est ça le sujet pour cristalliser, mais ça ne doit pas faire passer par-dessus le bastingage tous les enjeux d'organisation et de la manière dont tu vas ancrer l'organisation dans le rapport entre salariés, parce qu'effectivement, sinon on va très rapidement avoir le sentiment d'avoir d'un côté les jaunes, ceux que tu as appelés les faillots, et puis d'autres, ceux qui Alors sont... le terme techno, là, mais j'en ai parlé déjà la semaine dernière, c'est le biais de proximité.
Ils appellent ça, LinkedIn appelle ça le biais de proximité entre celui qui y va, celui qui y va pas, quoi. Entre le faillot et c'est le biais de proximité. C'est de l'habillage. Mais derrière les NAO et sur les évolutions salariales, il y a aussi un point qui me paraît quand même très important sur ce qui se joue à l'intérieur des entreprises, c'est le comportement dans le rapport à l'emploi. Est-ce qu'on a ou pas, comme aux États-Unis, une accélération des démissions? Pour l'instant, on n'en voit pas en France. En tout cas, les derniers chiffres que l'on connaît, c'est le deuxième trimestre. Donc ça fait déjà un petit peu ancien. Mais au deuxième trimestre, on n'avait pas d'accélération des démissions. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux démissions? C'est parce que l'on se rend compte que la meilleure manière d'avoir une augmentation de salaire, c'est en réalité de changer de job. Ouais. Aux États-Unis, c'est tout à fait spectaculaire. Le taux de démission actuellement, il est à 3,4%. En moyenne, il est à 2,5%. Donc là, on a 1 point de taux de démission en plus, c'est énorme. C'est énorme. C'est 3,5, ça veut dire que c'est 3,4% des salariés qui changent chaque mois d'emploi, parce qu'ils démissionnent. Et qu'est-ce que l'on voit en termes d'évolution salariale? Eh bien, l'évolution des salaires de ceux qui ont changé de job, c'est plus 5,5% sur les 3 derniers mois. Ceux qui n'ont pas changé de job, c'est plus 3,5%. Donc il y a vraiment un écart qui est en train de se créer. Donc il y a peut-être que ces tensions autour de l'organisation du télétravail va être un facteur d'accélération des démissions, parce que le télétravail est désormais de plus en plus un objet de l'insertion dans l'entreprise. Je veux juste préciser un truc, c'est que c'est un bouleversement complet, ce que tu viens de nous décrire, Denis, parce que j'avais travaillé avec l'APEC, moi, il y a une dizaine d'années, et l'APEC, en fait, portait, donc Association pour l'emploi des cadres, portait le discours qui était de dire « Vous pensez tous que c'est en démissionnant que vous allez pouvoir augmenter votre salaire, or, en fait, non ». C'est en restant dans la même entreprise, c'est contre-intuitif mais c'est comme ça, que vous allez pouvoir augmenter votre salaire. Donc là, et sans doute dû à la crise des recrutements, tu es sur un bouleversement très très important de la gestion des carrières. Ça aurait été intéressant de voir à quel moment l'APEC précisément faisait cette enquête. Il y a 10 ans. Quelle était la tension sur le recrutement à ce moment-là? Oui, c'est ça. Il y a entre 15 ans, on va dire, il y a 10 ans, et ça existait depuis un bon moment. C'était vraiment quelque chose qu'il présentait comme ancré dans la gestion de carrière des cadres. Voilà. Sur ce point des recrutements, nous allons sortir demain avec l'enquête que l'on fait chaque trimestre avec BPI France auprès de 600 PME et TPE, et on les a interrogés cette fois-ci sur les difficultés de recrutement et quelles solutions les entreprises mettent en place face à ces difficultés de recrutement. Et on a une augmentation de la proportion d'entreprises qui déclarent désormais augmenter les salaires, quand bien même le salaire n'est pas le premier facteur de difficulté de recrutement, mais il y en a plus de 26% désormais qui déclarent anticiper d'augmenter les salaires pour répondre à ces difficultés de recrutement. Que ce soit pour figer la main-d'œuvre, et là on retrouve un peu le comportement APEC, ou pour augmenter ses chances d'avoir des salariés. Moi, ce que je trouve génial dans cette période, en fait, c'est qu'on est en train de passer d'une situation à une autre. Il y a une ère de transition en matière de management. Comment tu impliques tes gars quand ils sont connectés chez eux à distance? Comment tu gardes ou tu entretiens ou tu crées une culture d'entreprise? Comment tu les mobilises et tu les impliques davantage ou autant, voire plus, que s'ils étaient dans le bureau? Je trouve ça exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire preuve d'innovation, il va falloir faire preuve de créativité, d'agilité et de créer des choses, de créer des modes d'emploi et des actions qui n'existent peut-être pas encore ou qui ont été expérimentées, je ne les connais pas encore, mais qu'on va voir se développer. Je trouve ça toujours intéressant d'être au cœur d'une transition, parce qu'il y a l'avant, il y a l'après, et on est sur la vague, on est en train de voir les choses changer. Moi, je trouve ça... C'est génial. Ça génère des inquiétudes, bien sûr, mais moi, je trouve ça intéressant. Nicolas. J'étais avec un restaurateur récemment, un qui râlait et un autre qui a mis en place une nouvelle organisation. Celui qui râlait me dit « c'est lamentable aujourd'hui, on a repris le boulot, on a quasiment 150 à 200 000 postes qu'on n'arrive plus à pourvoir, on est passé, aujourd'hui je manque de monde ». J'aurais dit « mais est-ce que vous avez imaginé un instant vous remettre en cause, vous transformer ?» Il me dit « pourquoi ?» J'ai regardé les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Vous avez un certain nombre de Français, on s'est retrouvés chez nous confinés. Ils ont découvert qu'on pouvait passer du temps avec les enfants, avec son conjoint, voilà, dans un contexte très particulier. Bon, aujourd'hui, vous essayez d'appliquer exactement les mêmes méthodes de recrutement que vous faites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en demandant de travailler du lundi au vendredi, en venant tôt le matin, terminant tard le soir, en faisant des week-ends, en permanence. Ils vous disent non, mais changez votre organisation.
Prenez des salariés qui travaillent du lundi au mercredi, vous mettez juste 2 contraintes par semaine et pas 5 sur la semaine, vous faites un week-end par mois et vous faites un système de rotation. La technologie t'aide en plus là-dessus. Je sens que Nicolas va ouvrir un restaurant bientôt. Non. Adaptez-vous. Arrêtez de vivre avec l'ancien système. Et c'est là où je partage complètement. On vit une transition exceptionnelle dans l'organisation du travail, dans le management du travail, d'autant plus qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus difficile à maîtriser et à gérer au quotidien pour nos managers, nos DRH et les dirigeants, c'est la perception que l'on a. C'est sûr, quand on a un collaborateur qui avant était présent et qu'aujourd'hui il est 2 jours, 3 jours, 4 jours en télétravail, il y a toujours cette petite cotation, cette suspicion de savoir est-ce que réellement il travaille, est-ce qu'il n'est pas sur en plus avec les réseaux sociaux, on voit pas mal de choses, et donc derrière... ça va piloter, ça va manager plus à l'objectif et au résultat. Bien sûr. Enfin, fais-le en 2 heures ou fais-le en 4 heures, peu importe. Fais-le en pyjama ou en costume, pourvu que le résultat soit là. C'est ça qui est passionnant. On vit une transformation exceptionnelle. Il ne faut pas avoir peur de cette transformation. Il faut au contraire l'affronter, changer, tester, mesurer ce qui fonctionne, mesurer ce qui ne fonctionne pas et faire évoluer la société. C'est un peu comme si on passait en réalité de contrats sur des postes à des contrats qui sont de plus en plus des contrats de mission. C'est vraiment le thème. Vous comprenez pourquoi le management de transition explose en ce moment et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes. Ouais. À cela, il faudra rajouter une petite page publicitaire. Non, on est ravis. Il est entrepreneur, il a raison. Non, mais bien sûr. Et puis il y a cette question de confiance qui va être très importante. Voilà. Ce que tu dis, manager à l'objectif, tous les DRH avec lesquels je parle me disent manager à la confiance. C'est compliqué, parce qu'il y a notamment une grande phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ce que j'allais te répondre. Eh ben non, mon pote. J'ai été convaincu de ça. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Ah non. Alors ça veut dire tu que fais les deux. Confiance. Ah bah non. Non. Là-dessus, je suis convaincu. Tu peux faire confiance, mais trahir une confiance, il y a 2 façons. Pas confiance. Tout le monde peut se tromper. C'est dans la définition du dictionnaire. Tout le monde. Je ne sais pas ce que dit le dictionnaire. En tout cas, je sais ce que dit Aziz Seni. Je vais parler de moi à la 3e. Je pense qu'on peut donner la confiance, mais il faut la contrôler de temps en temps. Pas de la confiance. Alors moi personnellement, je n'ai jamais contrôlé. Ni mes collaborateurs dans mon cabinet actuel, ni avant. Je suis exactement sous cet angle-là, c'est-à-dire que je construis la confiance. Par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est quand je sens, ça arrive parfois, qu'il y a des abus, parce que ça se mesure et ça se voit. Là, par contre, il faut savoir être ferme et prendre les mesures qui s'imposent de sanctions, de convocation devant un collaborateur en disant « Écoute, là, t'es gentil, quand je t'appelle... » que j'ai pas de réponse avant 8 heures, que ta messagerie est pleine, que c'est pas traité et que ça va au détriment de la qualité du service client, tu me l'as fait 1 fois, 2 fois, mais il faut changer. Voilà. Mais l'UMIH, donc pour aller dans ton sens, l'UMIH quand même va entamer des négociations salariales. Donc, le syndicat de l'hôtellerie-restauration, il démarre la négo avec une proposition de hausse de salaire de 9% quand même. C'est le démarrage de la négo. 9% de proposition de hausse de salaire. Donc, il va se passer quelque chose. Et il va se passer quelque chose. Ton steak est frit, tu vas le payer plus cher. Voilà ce qui va se passer. Oui. On va se la faire courte. Mais pour l'instant, il faut que tu ailles le chercher en cuisine. Si tu veux. Donc, pour l'instant, il est livré. Il est aussi livré. Mais s'il est livré, tu le payes plus cher. Oui. Non, mais Stéphane vient juste de dévoiler le nouveau modèle économique des restaurants. Non, tu vas aller chercher, tu vas t'installer à ta table. J'ai discuté récemment avec Yannick Aleno. Alors, il peut se le permettre, c'est Yannick Aleno, évidemment. Mais les gars ont mis en place, parce que la technologie te le permet aujourd'hui, un agenda partagé entre toutes les brigades. Et donc, en fait, ce que tu viens de décrire comme mécanisme de partager les week-ends, d'éviter, parce que tout le monde est conscient qu'une jeune femme qui sort du restaurant à minuit, qui doit rentrer chez elle, c'est plus compliqué à gérer. Donc, essayer de gérer tout ça en communauté, l'ensemble de la force de travail, et la technologie aujourd'hui permet ces avancées. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
On repart, les amis, on repart. Alors, c'est un petit truc que j'ai vu, je voulais votre avis là-dessus, ça m'a bien fait marrer. Donc, il y a une discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, amendement déposé qui fait l'unanimité d'ailleurs, puisque même le MEDEF a participé à la rédaction de cet amendement sur les fameux lanceurs d'alerte. Et donc, il va y avoir davantage de protection donnée aux lanceurs d'alerte, à l'anonymat des lanceurs d'alerte. Mais ce qu'on veut, je le dis juste très très vite parce que c'est pas ça mon sujet, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, un maximum de sujets se traitent à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et donc, le lanceur d'alerte bénéficie davantage de protection, mais en échange, il commence d'abord par alerter l'ensemble des dispositifs de l'entreprise qui sont mis en place justement pour recevoir ces alertes avant d'aller saisir la justice, la presse, le truc, le machin, le tel. Bon. Mais dans ce cadre-là, j'ai découvert les aviseurs fiscaux. Ça porte un autre nom. Aviseurs fiscaux, donc, eux sont rémunérés, les lanceurs d'alerte ne sont pas rémunérés et on a exclu toute rémunération. Rémunération donc de ceux qui fournissent des renseignements au fisc concernant l'évasion fiscale et les fraudes à la TVA, dès lors que l'impôt éludé dépasse 100 000 €. L'administration garantit leur anonymat, aucune protection juridique particulière et ils touchent en moyenne 1,5% des sommes recouvrées en fonction de l'intérêt pour l'État et du rôle précis de l'aviseur. C'est bien, c'est normal, c'est sain, c'est éthique. Tu mets un malaise sur le plateau. Ça me fait marrer. Les aviseurs. Surtout, on a inventé un mot. C'est qu'on n'était pas très très tranquille avec le truc chasseur de primes, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Il y a quand même toujours le principe de la dénonciation calomnieuse qui peut jouer, parce que si tu as un aviseur... J'en sais rien. Justement, en fait... Si tu rémunères quelqu'un pour avoir balancé on appelle ça un tonton dans la police. Hein. Oui. Mais si justement si c'est une dénonciation qui est calomnieuse... Est-ce que tu crois que le fisc ira porter plainte? Je suis pas sûr, moi. La dénonciation calomnieuse, ça veut dire... Parce que si le fisc fait son enquête, voit qu'il n'y a rien, celui qui a été dénoncé sera sans doute pas au courant. Parce qu'un contrôle fiscal, tu as un contrôle fiscal, ça peut arriver à n'importe qui. Tu n'es peut-être pas au courant que tu as été dénoncé, tu vois. Donc ça veut dire que c'est le fisc qui devrait aller porter plainte. Je suis pas sûr, j'en sais rien. C'est bonne question, Denis, il faudra que je me renseigne. Et c'est en place depuis combien de temps? C'est en place depuis... en fait, ça monte en puissance. C'est en place depuis quelques années, mais là, ça y est, c'est vraiment structuré. C'est-à-dire, les chiffres que je te donne là... C'est une ubérisation des contrôleurs fiscaux, quoi. On prend des indépendants, on leur file un package et on leur dit allez, tu crois allez chercher les sous, quoi. Parce que c'est intéressant. Les aviseurs, donc un rapport parlementaire récent dit les aviseurs fiscaux jouent un rôle formateur à l'égard de l'administration fiscale dans la mesure où ils portent à sa connaissance de nouvelles techniques frauduleuses et des schémas d'évasion fiscale particulièrement sophistiqués. Une dizaine de cas à ce jour, d'ailleurs. Il y a un contrat de travail, il y a des charges payées, c'est fiscalisé ou pas. Fiscalisé. Bon, pas de commentaires particuliers. Moi, je vous avoue, je trouve ça bizarre, quand même. Bizarre. Je trouve ça bizarre. Bon mot. Chasseur de primes, quoi. Je trouve ça malsain. Ah, toi, carrément, tu trouves ça malsain. Ouais. Je me demande si ça ne révèle pas aussi une perte de puissance de l'État, d'une certaine manière, parce qu'on parle toujours des efforts de réduction des effectifs publics. Il y a un ministère qui a fait des efforts majeurs, c'est Bercy, et qui a énormément limité son nombre de fonctionnaires. C'est celui qui a le plus limité, qui a le plus réduit son nombre de fonctionnaires. Est-ce que le gouvernement, en tout cas l'administration, n'en est pas rendu au point de se dire maintenant, j'ai même plus les gars pour faire le contrôle, donc je suis obligé d'en rappeler à D'où l'ubérisation d'en parler à C'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas allé justement un peu trop loin dans la réduction des effectifs? J'aurais jamais pensé dire ça à un moment ou à un autre, en particulier pour l'administration des impôts, mais c'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser. Alors Denis, deux choses. D'abord, ce grand projet de système d'information, c'est le projet Copernic, qui a permis de croiser l'ensemble des systèmes d'information particuliers, professionnels, et qui a permis d'ailleurs à l'administration fiscale française d'être extrêmement efficace sur le sujet. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup moins d'effectifs et qu'ils ont pu faire, c'est que la digitalisation a permis de lancer toute une série de contrôles. Moi, je suis frappé quand j'ai eu mon dernier contrôle. Tout se fait à distance aujourd'hui. On vous demande les pièces, vous envoyez vos fichiers électroniques, j'ai eu mon contrôle, 1 mois et demi après, c'était réglé. Voilà. Et s'il y a un problème, ils viennent en entreprise et ils viennent contrôler là sur pièce. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a considérablement évolué sur le sujet. Donc, les contrôles... Alors, par contre, ce qui est vrai, je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, les moyens, et grâce à la technologie d'ailleurs aussi, de contourner les systèmes pour ceux qui font de ce que j'appelle de la fraude organisée,
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Il y a eu les fraudes, tu sais, à la TVA, sur la taxe carbone, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais c'est quand même, on voit bien, il y a des mécanismes qui sont mis en place, et à mon avis, qui échappent totalement. Et c'est le principe d'avoir des gens qui ne font que ça et qui remontent des systèmes. C'est le même principe que le dopage, d'ailleurs. Formidable documentaire en ce moment sur Netflix, Les Rois de l'arnaque. Formidable documentaire sur la fraude à la TVA. Ouais. Et je regardais récemment, exceptionnel. Et je regardais récemment, on avait montré le graphe en fait du prix du carbone, de la tonne de carbone européenne. La fraude à l'arnaque, c'est sur les 20 points de TVA que tu récupères. Sur les crédits carbone. Sur les crédits carbone. Les crédits carbone étaient soumis à la TVA. Et donc, tu vois en fait, là maintenant ça monte très très fort, et la première bosse, elle est justement du lancement de ce marché. Et en fait, à ce moment-là, ne sont sur le marché, tu l'apprends dans le documentaire, que les fraudeurs. Il y a les seuls... Tous ceux qui ont vu la faille. Les seuls qui achètent et qui vendent des crédits carbone, c'est des mecs qui sont en train de frauder la TVA. C'est au cœur du documentaire, tu as le gars qui était en charge de ce marché, qui le reconnaît. 1,6 milliard d'euros qui sont partis. Tu as le procureur qui a mené tout le dossier. Ils en ont récupéré maxi 200 millions. Donc tu as quand même 1,4 milliard là. Mais ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté pour faire 1,4 milliard quand même, mon pote. Donc même s'ils sont 2000 ou 3000 escrocs sur le truc... A posteriori, tu te dis la faille est tellement grande que tu te poses la question des techniciens et du législateur qui n'a pas vu le truc. Enfin, les techniciens, quand tu montes des... Oui, mais c'est la naissance d'un marché. C'est la naissance d'un marché. Tu as vu, tu es sur des sociétés écrans multiples, avec tes crédits carbone qui font des allers-retours, la TVA qui disparaît en passant. C'est pas simple quand même. Bon, voilà pour les aviseurs fiscaux. COP 26, vous avez un commentaire, quelque chose, Denis? Denis, tu t'es plongé dedans, tous les graphes là, tu fais un boulot d'économiste sur la COP 26. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu es sur 2,5, 2,7 ou 3 degrés? Pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur 2,5. C'est la trajectoire que, si tu fais la somme des engagements, tu es sur 2,5. Donc c'est la trajectoire que l'on a. Sur la COP, d'une manière générale, ne sont déçus que ceux qui en attendent tout. Mais surtout, je pense, je vais plutôt prendre les aspects qui sont assez positifs. Je vois quand même deux avancées qui sont assez intéressantes, au-delà de l'accord entre les USA et la Chine, dont on a parlé. C'est le fait qu'on met en place des dispositifs qui vont permettre d'harmoniser, justement pour faire le pont avec ce que tu évoquais, d'harmoniser les marchés du carbone. C'est fondamental. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc, on va avoir une harmonisation qui va se faire parce que le prix du carbone, il n'a pas de raison d'être radicalement différent aux États-Unis, en Chine, en Europe. C'est le même carbone, a le même pouvoir de réchauffement climatique sous quelque latitude que ce soit. Et donc là, il y a une tendance à l'harmonisation du marché, ça c'est bienvenu. Deux, c'est les avancées du côté du méthane. Il y a des accords qui sont faits entre les principaux émetteurs de méthane. Le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique. D'accord, Denis, mais alors je ne vais pas te demander parce que tu n'es pas expert et il y aura des experts qui viendront à la fin du mois. Voilà. J'ai lu partout, effectivement, c'est formidable, on parle du méthane. Je n'ai lu nulle part et donc tout le monde dit c'est très facile en fait de limiter les émissions de méthane. Ouais. Moi j'ai compris que le bétail était l'un des principaux émetteurs de méthane. Je ne vois pas comment on va buter les vaches pour... Enfin tu vois, c'est-à-dire tout le monde se félicite de ce que le méthane effectivement soit pour la première fois nommé dans le communiqué final. Je n'ai pas bien compris où était l'avancée ensuite. Le méthane c'est effectivement les vaches, mais c'est aussi les déperditions que tu as sur les réseaux. Ouais. Tu as les décharges également qui sont productrices d'énormément de méthane, et notamment sur les vaches. Une anecdote, j'avais échangé avec les gens de l'INRA qui expliquaient qu'ils faisaient énormément de recherches sur le changement de l'alimentation du bétail pour être justement beaucoup moins émetteur de méthane. Et donc c'est par ce type d'avancée que tu peux avoir des progrès. Et là les objectifs, ils ne sont pas à 2050. Ils sont à 2030, les objectifs sur les réductions de méthane. Et c'est, me semble-t-il, aussi une avancée quand même assez forte. Bon, très bien. Nicolas, non, mais on n'est pas obligé. Hein, si on commence par le côté négatif, on retiendra qu'on a quand même aujourd'hui 50 pays par rapport à l'accord de Paris qui n'ont pas tenu les objectifs en 2021 sur les 196, ce qui fait quand même beaucoup encore. Donc il y a un retard, une accumulation non négligeable. Moi, ce qui me frappe plus quand même, c'est que c'est encore les pays du Nord, dont on fait partie, qui donnent des leçons, qui polluent le plus la planète aujourd'hui par rapport aux pays du Sud. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une indemnité qui avait été actée, je crois, à 100 milliards d'euros d'indemnité par an
dont on ne tient pas les engagements. Enfin, pas d'indemnité, d'aide à la transition. D'aide à la transition, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est les plus gros pollueurs, on ne montre pas toujours forcément l'exemple, et finalement, ceux qui trinquent le plus, ce sont quand même les pays, certes en voie de développement, mais qui ont le plus de difficultés, qui ont le plus de tornades, qui ont le plus de problèmes de sécheresse, qui ont le plus de problèmes d'alimentation, etc., etc. Bon. Moi, le côté positif que je retiens, c'est que ça fait une superbe opération de communication au niveau mondial, et je crois profondément que le changement, il passe avant tout par le citoyen, et je trouve que là-dessus, je trouve qu'on progresse par tous les petits efforts menés collectivement, individuellement. Je le vois par mes enfants qui sont encore, j'en ai 2 jeunes dans les jeunes écoles. Alors, tu crois à ça quand le lendemain de la COP, tu as les résultats de l'extraction de charbon en Chine, que ça a augmenté de 4%. Donc, oui, parce qu'ils ont en année glissante, si tu vois, 1 million de tonnes de plus par jour qui sont extraites. Mais s'il faut retenir un point positif, moi je veux bien qu'on trie les pots de yaourt, quoi, mais je suis pas sûr de l'équilibrage. Mais c'est peut-être aussi une philosophie qu'il faut changer. Hein. Par nature, le capitalisme, il est en perpétuelle évolution, transition. Peut-être qu'il faut tout simplement revoir les fondements d'un capitalisme plus propre, décarboné, plus à même de respecter la planète, l'environnement, notre espèce. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est comment la question qu'ont posée les Indiens, c'est nous, on ne sait pas faire sans charbon, donc les gars, on ne peut pas, puisque ça a été ça, hein, l'un des grands trucs du communiqué final, il devait y avoir on va vers la disparition du charbon, et ce mot de disparition a été retiré en fait à la demande des Indiens pour aller vers une limitation du charbon. Mais tu vois, limiter le charbon, c'est super, mais aujourd'hui, il y a quand même, tu parlais de ces pays du Nord, il y a quand même l'investissement de 100 milliards pour aider les pays les moins développés, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de besoin. Donc renforçons peut-être de ce côté-là. En 2019. Donc il y a aussi la volonté, elle s'exprime aussi par les budgets que tu mets sur la table. Et là, à 100 milliards, il n'y a pas de volonté, quoi. Bon, puis au niveau de si on revient sur un schéma France et j'allais dire Europe, c'est là où on va avoir besoin quand même d'un président de la République pour les enjeux de transition écologique avec une vision à 50 ans. Parce que c'est clair que même un pays comme la France aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, on a vu Emmanuel Macron qui veut commencer à investir massivement sur l'hydrogène, mais on ne peut pas mener le combat du nucléaire d'un côté avec des engagements financiers de centaines de milliards, les batteries, où là on a déjà mis les 2 mains dedans, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas l'avenir, mais on a mis tellement d'argent dedans, tellement investi, on le voit bien dans toutes les ventes, on est en train d'aller à fond avec les batteries, avec tous les problèmes que l'on connaît, et en même temps, investir autant sur l'hydrogène, on voit bien qu'il y a des choix stratégiques à opérer pour le 2050-2060, avec une vision liée à la démographie. Non, mais je suis pas forcément d'accord là-dessus. Les batteries et l'hydrogène, c'est pas le même... c'est pas la même cible. C'est-à-dire que il faut... La voiture à l'hydrogène, non. Enfin, personne. L'hydrogène, c'est pour décarboner l'industrie. Hein. C'est ça le sujet. Oui. Voilà. La batterie, c'est pour l'automobile et c'est pour les transports. Oui, alors peut-être des camions à l'hydrogène, mais l'automobile à l'hydrogène, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment décarboner. Et là, c'est très prometteur. Pourquoi c'est pas le sujet, Stéphane? Ça existe déjà aujourd'hui. Trop cher, trop faible rendement, mais trop globalement. Ah oui, mais d'accord, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi sur l'hydrogène. Non, tu es contradictoire avec ce que tu disais, c'est-à-dire tu as parfaitement raison sur l'idée qu'il faut faire des choix aujourd'hui parce que tu es dans l'urgence. Et donc aujourd'hui, tu vois quel est l'état de la technologie. L'état de la technologie, il te dit faire une voiture à l'hydrogène, oui, on y arrivera peut-être, hein, mais ça va nous coûter très cher, ça va prendre beaucoup de temps, les batteries sont beaucoup plus efficaces. En revanche, l'hydrogène pour décarboner tout ce qui est sidérurgie, tout ce qui est chimie, ça, on est au bord d'y arriver. Voilà. Donc vas-y, mets le pognon là-dedans. Et pour le coup, c'est ce qui a été annoncé hier. On a Air Liquide en plus de ça. On a Air Liquide, on a Engie. Et on a Engie. Mais tout à fait. On a quand même des leaders. On a des énormes atouts pour avancer sur cette filière. Voilà. Mais il faut avoir une vraie vision à 2050-2060. Oui, il y a des vrais choix stratégiques. Et puis pour aller au bout, juste je finis, pour aller au bout, elle pose un problème aux politiques, cette filière hydrogène, c'est qu'elle n'est pas sexy à vendre. Tu vois, décarboner la sidérurgie et la chimie, personne ne va se lever pour ça, tu vois, voilà. Ouais. Alors que l'air pur dans les villes, des trucs comme ça...
Justement, c'est un peu le sujet. Toute cette transition énergétique, elle est nécessaire, elle est utile pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais il y a un point sur lequel vraiment, moi, j'ai envie d'insister, c'est d'arrêter de culpabiliser les Français. Le 30 km/h en ville, on va baisser à 80 km/h la vitesse pour qu'on pollue moins. Bon, il y a des sujets d'accidentologie, mais pour polluer moins. Cette façon de culpabiliser les Français en leur disant que quasiment tous les mots MAUX de la planète, c'est de leur faute, je trouve ça pas très honnête intellectuellement. Oui, il faut le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais arrêtons de dire que 65 millions d'habitants sur une planète qui en compte quasiment 2 milliards sont les responsables de toute la pollution planétaire. Donc voilà, juste un rappel de bon sens, mais un rappel pour détendre. Oui. Alors ceci dit, pour les jeunes, j'ai eu un débat pas plus tard que ce week-end avec ma grande de 19 ans sur la pollution. On est sûr d'avoir... Courageux. Bon, fais court pour les débats avec ta fille, là, vas-y. Non, très court sur la pollution, parce que nos jeunes sont les premiers consommateurs avec leur smartphone à regarder les Netflix téléchargés, et ma fille me répondait, nous, papa, on pollue pas, on prend exemple, on fait attention, c'est vous qui avez pollué la planète. Et je lui expliquais dans un rapport sur Internet que finalement, vous étiez les plus grands pollueurs de la planète, ça téléchargeait, à faire tourner tous nos serveurs aux quatre coins de la planète, ça consommait une énergie colossale, et que finalement... Donc ce soir, tu tapes Guillaume Pitron Bismart, et tu lui fais regarder l'interview de Guillaume Pitron, voilà. Et derrière, elle ira acheter L'Enfer numérique, qui est un bouquin très impressionnant là-dessus. Ouais. Et elle arrêtera de changer de portable tous les ans. Voilà. Ce que dit Guillaume, ce qui démontre, c'est spectaculaire, c'est qu'en fait, le vrai geste citoyen qu'on doit tous faire, finalement, c'est changer de portable 2 fois moins souvent. Simplement ça. Tu as un changement, mais très très important. Denis, à moins que tu veuilles en rajouter là-dessus, mais tu nous disais commerce extérieur, 2 choses que tu nous apportes. La première, les pénuries, ça s'améliore. Et le commerce extérieur, en revanche, ça se dégrade. Ce qui va nous ramener, d'ailleurs, à mon avis, à nos entreprises préférées. Mais enfin bon, vas-y. Sur les pénuries, c'est effectivement un peu ambigu parce qu'on est en plein dans le problème d'approvisionnement. Là, les problèmes d'appro, ils sont en train de culminer, mais on a l'impression que ce qui permet de les anticiper, ça est en train de se retourner. On a quand même beaucoup de matières premières qui avaient flambé pendant la première partie de l'année, qui ont déjà fortement reculé. C'est le bois de construction, c'est le minerai de fer. Même le fret maritime, qui a fait x5... est en train de baisser légèrement. Ça commence à baisser. Très bien. Donc, ça dit peut-être que tout ce problème de pénurie, que l'on va encore se promener en 2022, mais on a peut-être passé un pic sur les problèmes de pénurie, et ça, je pense que c'est un changement quand même assez clair. On est au point d'acmé, c'est ce que tu nous dis. On commence à... Oui, c'est possible. Mais c'est beau, ça, le point d'acmé. Tu vas encore vivre avec pendant un moment. Mais à côté de ça, oui... Moi non plus. Il faut avoir fait un peu de maths pour savoir ça. Il y a un autre point, effectivement, que je trouve assez frappant, c'est ce qui se passe sur le commerce extérieur, parce qu'on n'en parle jamais beaucoup, mais c'est quand même révélateur de ta capacité à être sur le marché, soit parce que tu importes moins et que tu fais appel à tes producteurs locaux, soit parce que tu es en capacité de faire reconnaître ton produit à l'extérieur. Bien, en fait, on est passé, c'était courant 2020, on est passé 4e exportateur de la zone euro, c'est-à-dire que devant nous, il y a l'Allemagne qui cavale depuis un moment, il y a aussi les Pays-Bas, et l'Italie nous est passé devant. On est le 4e exportateur européen désormis, et en termes de part de marché, la France est quand même plutôt en train de reculer. Le taux de couverture... Est-ce que c'est pas, Denis, alors quand tu m'as dit ça, j'avais une question, est-ce que c'est pas un simple effet lié aux différentes dates de confinement et aux arrêts de production, qui fait que les Italiens ont commencé avant, mais ont terminé avant, et donc ont peut-être plus produire durant l'année 2020 que nos propres... Non, c'est pas le confinement. Tu as un petit effet sectoriel qui joue, c'est-à-dire que les Italiens n'exportent pas beaucoup d'avions. Voilà, c'est ça, il y a ça aussi, il y a l'aéronautique. L'effet sectoriel, c'est un facteur d'explication d'un dixième. Mais c'est une tendance générale. De toute façon, c'est une tendance générale, et surtout, on peut le voir du côté français, on peut aussi le voir du côté italien, parce qu'il y a, me semble-t-il, une vraie amélioration qui est en train de se mettre en place en Italie, et c'est probablement un pays assez intéressant à suivre. Sur quels produits on a perdu des parts de marché? Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui nous achètent moins c'est affligeant de voir comment c'est homogène. C'est-à-dire que tu as perdu sur tous les produits que tu exportes, et tu as perdu sur toutes tes zones de destination d'exportation. Si tu le regardes sur 20 ans, pas seulement sur la dernière année, tu regardes sur 20 ans, c'est quelque chose qui est homogène, qui révèle que tu as un problème de compétitivité qui n'est pas propre à quelques activités, mais qui est quelque chose d'assez global.
D'accord. C'est spectaculaire. Hein. Ah, c'est impressionnant. C'est spectaculaire. C'est inquiétant aussi. Les Pays-Bas, moi, ça me fait un choc. C'est-à-dire la balance agroalimentaire des Pays-Bas, quand même, c'est les Pays-Bas. C'est quand même pas très grand, quoi. Elle est supérieure à la nôtre, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est un choix de spécialisation. Restructuration des abattoirs, valeur ajoutée, absolument. Les fleurs, enfin tout à fait. Les fleurs en Europe viennent des Pays-Bas. Tout à fait. Des choix de spécialisation très clairs, très assumés et surtout maintenus. Mais il semblerait que la compétitivité soit pas un problème majeur pour les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, Pourquoi c'est quoi cette petite phrase caustique Non, mais je n'en entends pas parler. On est en pleine campagne présidentielle. On n'entend pas parler de ça. C'est quand même un sujet. C'est nos recettes fiscales, c'est nos emplois, c'est notre rayonnement international. C'est nos retraites. C'est nos retraites. Enfin, il faudrait avoir l'objectivité de faire un vrai bilan sur notre politique depuis 30 ans, avec une vraie analyse et un véritable constat. Moi, je reviens toujours sur le sujet, les amis. Les 35 heures. L'effondrement de la compétitivité de la France. Je veux dire, on ne peut pas tout avoir. On récolte uniquement ce qu'on a semé depuis 25-30 ans. Faisons le vrai bilan. Faisons-le, le bilan. Et alors, tu as un truc, je ne sais pas si tu as eu le temps de... Oui, forcément, l'étude de l'Institut des politiques publiques sur les gains de pouvoir d'achat, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ça, Denis. C'est très intéressant, parce qu'on va sortir de la polémique sur les chiffres, machin. Mais tu vois qu'en fait, le système est tel que dès que tu veux un tout petit peu revaloriser le travail, tu fais énormément de perdants. De la même façon que dès que tu veux un tout petit peu baisser la fiscalité, il y a tellement peu de gens qui y sont soumis qu'en fait, les gagnants sont les riches, les plus riches, forcément, dès que tu touches à la fiscalité. Et dès que tu veux essayer de favoriser le travail, forcément les revenus d'assistance en parallèle semblent, alors que tu ne touches pas aux revenus d'assistance, mais ils semblent décroître. Et là encore, peut-être qu'il faut faire preuve un peu de créativité, faire soutenir le financement de notre système retraite, sociale d'une manière générale, uniquement sur le travail. Peut-être que c'est 1.0, peut-être qu'il faudrait passer à quelque chose de 3.0, faire financer tout ça. Alors il y a eu par le passé l'histoire de la TVA sociale, pourquoi pas remettre ça sur la table. Il y a peut-être d'autres façons de faire que de taxer le travail pour financer tout ça. Bien sûr qu'on a besoin de nos écoles, de la sécu, etc. C'est le problème de la bureaucratie française. C'est à l'État de se réformer pour réduire drastiquement son train de vie et par l'économie engendrée, redistribuer et abaisser les charges pour améliorer la compétitivité. On en revient toujours là. On continue sans cesse d'augmenter. C'est pas incompatible, la réforme, l'innovation. Attends, je vais essayer de dire, puis je te dirai un truc quand même là-dessus, parce que ça a des conséquences, ce que tu dis, Aziz. Bien sûr. Je fais écho à ce que tu évoquais sur l'attention sur les 30 dernières années. Je pense qu'il y a aussi les transformations que l'on ne regarde pas assez, me semble-t-il, et sur lesquelles Jérôme Fourquet a pointé dans son ouvrage, que je trouve vraiment formidable, La France sous nos yeux, et qui montre... La France sous nos yeux. La France sous nos yeux. Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, qui regarde en fait comment tu as eu des transformations culturelles, sociales, économiques, fondamentales qui sont intervenues au cours des 30 dernières années, avec notamment un point qui est tout à fait saillant et qui explique aussi des choix de politique économique que tu peux faire, qui est qu'aujourd'hui, l'image du salarié, ça n'est plus l'ouvrier, l'OS de chez Renault, mais c'est le cariste. C'est le gars qui bosse dans les entrepôts. En fait, on est dans une économie qui s'est radicalement transformée, où la valeur, en fait, elle vient beaucoup plus des activités de distribution, de transport, d'acheminement, qu'elle ne procède d'activités qui visent à la production. On est de plus en plus une économie qui vit selon un régime présentiel, beaucoup plus qu'une économie qui vit selon une logique productive. Et donc, dans ce cas, le public auquel tu dois t'adresser en termes de politique, eh bien, c'est un public qui va justement alimenter ce type d'économie, cette économie des entrepôts, cette économie des transports. Et j'ajoute que c'est beaucoup plus compliqué de faire des gains de productivité avec des caristes dans des entrepôts qu'avec un système de production, des usines. Enfin voilà, les gains de productivité sont bien moindres. Non, si le truc auquel il faut que chacun réfléchisse avec la taxation du travail, une partie de ce que tu dis est légitime, mais nationaliser, parce que c'est ça que ça veut dire, nationaliser les régimes de retraite, parce que si tu les fais payer par l'impôt, la CSG, et non plus par le travail, ça implique que tu changes d'univers, ça implique que tu sors totalement les partenaires sociaux de la gestion des systèmes de retraite. Or, sur les retraites complémentaires, tu réalises que les partenaires sociaux sont de bien meilleurs gestionnaires que l'État. Comme tu l'as fait d'une certaine manière sur l'assurance chômage, qui a été nationalisée, puisque tu as plus de cotisations chômage sur le travail. Donc ça veut dire que tu vas encore faire grossir
La sphère étatique et la sphère publique. Voilà ce que ça veut dire. Je fais une distinction entre où je trouve mon argent, où est-ce que je taxe, et qui le gère. Ah ben non. Ah bah si. Mais ça jamais l'État fera cette distinction. Tu rigoles. Moi je le fais. Moi je la fais. Moi en tant qu'entrepreneur je la fais. Ouais, mais il faut être la source de mon revenu et celui qui le gère, pour moi, peuvent être totalement distincts. Oui, pour toi oui, mais pour l'État, si je récupère. Et pourquoi pas ? Il y a des tas de choses qu'on a dit par le passé, c'est pas possible, on peut pas penser comme ça. Eh ben si, je m'autorise à penser différemment. Ouais, d'accord. Tiens, finissons avec le sujet de l'immigration choisie, Aziz. Le rapport du Conseil d'analyse économique, qui dit ce que tu dis toi-même depuis très longtemps, qui dit un truc que j'ai trouvé très intéressant, donc on a déjà parlé sur Bismart la semaine dernière, qui est que le climat aujourd'hui est tel en France vis-à-vis de l'immigration qu'en fait les hauts potentiels évitent notre pays. Non, là, c'est un souci, et c'est un souci depuis une vingtaine d'années, c'est que le sujet de l'immigration, il est traité par le biais de la passion. On parle surtout, et à juste titre, des réfugiés politiques, de ceux qui arrivent pour des raisons humanitaires, on va dire, et on a honte. Parce que c'est comme ça que je le perçois, j'ai le sentiment qu'on a honte de traiter ça sous le même angle que les Canadiens ou d'autres, c'est-à-dire par le biais de la ressource humaine. Notre pays est une entreprise, est aussi, pas que, aussi une entreprise, elle a des besoins. Et souvent, j'ai posé la question, on parle souvent d'immigration de ceux qui arrivent, mais on a leur CSP, leur niveau de diplôme, ou pas de diplôme, d'ailleurs c'est ce que dit le rapport, ouais. Mais ceux qui partent, qui part ? Quel est le niveau de ceux qui partent ? Donc, dans cette balance migratoire entre ceux qui arrivent, et là, je ne parle que sous l'angle de la gestion RH, encore une fois, je le souligne bien. Absolument. Effectivement, c'est ce que dit le rapport, c'est qu'on a une déperdition, on a une perte de productivité en termes de ressources humaines, on a une perte en termes de qualité, et là, il va falloir sortir de ce côté un peu populiste, dogmatique, passionné, pour revenir à quelque chose de plus raisonnable. On a une grande entreprise qui s'appelle la France et on a besoin de profils. Il va falloir aller les chercher. Et on ne va pas chercher des profils en leur faisant peur, en leur disant vous allez travailler chez moi, mais attention, ça va être la misère. Vous allez sortir, on va vous regarder de travers. Vous serez contrôlé par les flics à tous les coins de rue. Vous avez beau être DAF non. Il va falloir changer peut-être notre approche. Et d'abord par un discours d'entrepreneur, que nous sommes. Je pense nos histoires, c'est toutes des histoires d'hommes et de femmes, puisque nos entreprises sont composées de ça. Et puis derrière, sensibiliser le citoyen sur le fait que, je crois que c'est publié aujourd'hui dans les Échos, le cabinet Korn Ferry, c'est une étude américaine qui dit que la France a besoin d'ici 2030 de 1,5 million de personnes. 1,5, c'est 6,5% du PIB. 175 milliards, ça représente. Donc, est-ce que par dogmatisme, on arrête la machine, ou est-ce qu'on se dit, on se pose et on fait un recrutement intelligent en disant, cette année, comme le font, il n'y a rien à inventer, d'autres le font, les Canadiens, d'autres pays le font. Tout à fait. Oui, un recrutement intelligent. C'est le intelligent qu'il va falloir mettre en avant. Il faut avoir juste une politique d'immigration. Il faut avoir une politique d'immigration. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas. Mais non, c'est en ça on a une hystérie d'immigration. Je mets le point sur intelligent. Il faut effectivement bâtir, avoir une vision, un projet et anticiper. Denis ? Oui, avec une question qui est aussi celle de l'emploi des non-qualifiés, parce qu'on fait venir des non-qualifiés, mais on est quand même le pays d'Europe, parmi les 4 grands pays européens, on est le pays qui a le plus faible taux d'emploi des non-qualifiés. C'est ça. Et donc, effectivement, il faut les faire venir, mais avec... Tout compris, plus faible taux d'emploi des non-qualifiés, tout compris. Tout à fait. Ok, il y a de moins en moins de non-qualifiés, ou plutôt de non-formés, mais encore faudra-t-il les mettre dans l'emploi véritablement. Oui, et pour ça, il faut recréer de l'industrie, pour recréer des emplois, et il faut investir massivement sur la formation. Oui, mais avant cela, ce que décrit le Conseil d'analyse économique, c'est bien un système qui fait, comme l'a dit Aziz, que seuls ceux qui n'ont plus d'autre choix, en fait, débarquent en France. Voilà. Et donc, tu es sur une perte de qualification, une perte de ressources. Le rêve américain à la française n'existe pas. Absolument pas. Voilà, on va se le faire court. Exactement. Ouais. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui devons aller les chercher. La France devrait être une force attractive. Et voilà. Et c'est ce qu'on est, en tout cas, pas suffisamment. C'est la litote. Nous sommes une force repoussoire. Mais c'est parce qu'on a peur. Le Français a peur.
avec un grand F. C'est cette peur que certains manipulent en oubliant le côté efficace et rationnel de la chose. Alors, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut revenir. C'est vrai. Peut-être que le sujet est aussi un peu plus complexe, parce qu'on a quand même une histoire depuis 30 ans. Depuis 50 ans, après. Voilà, avec, justement, ça devrait le rendre moins complexe. Notre histoire depuis 50 ans, tu comprends beaucoup moins complexe. C'est vrai. Bon, les amis, tout cela a été passionnant. Sans faire d'angélisme, on est bien d'accord. Tout cela a été passionnant. Mais oui. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart, et nous, on se retrouve ensemble dans quelques semaines. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.